Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo dans laquelle nous allons parler de Ubuntu 20.10. Comme vous vous souvenez peut-être, j'avais parlé de la 20.04 il y a 4 mois de ça. Une vidéo qui d'ailleurs a relativement bien marché. Je suis assez étonné sur le coup. Et elle avait fait 625 vues, ce qui est quand même plutôt pas mal en 4 mois. Je suis quand même assez impressionné, surtout pour une vidéo extrêmement mal réalisée comme celle-ci. Comparé à celle de Baba Linux qui a fait 2700 vues, alors lui avait apprécié, moi perso je n'appréciais pas du tout. Donc c'est un choix personnel, je suis assez généralement en- dans l'entrain pour tester les distributions Linux, mais celle-ci je sais pas, elle m'avait relativement déplu. J'avais été vachement déplu avec cette dernière. Donc du coup, maintenant je vous propose de parler donc de la 20.10. Qu'est-ce qui change au niveau du software par rapport à la 20.04? Ici, on a donc LXQT 0.14.1. Ici, on se retrouve avec LXQT 0.15, donc une petite évolution en ce qui concerne LXQT, donc l'environnement de bureau. Qt 5.14, bon d'accord, ok, c'est un petit peu plus récent. On est au 5.15 si mes souvenirs sont bons, mais bon, ça ne pose pas trop de problèmes. Sinon après LibreOffice 7, bon ça c'est assez bienvenu puisque bon de toutes les manières il n'avait pas trop le choix. VLC 3.0.11 ça pareil c'est limite obligatoire d'avoir la dernière version de VLC pour une distribution Linux grand public, enfin c'est quand même assez important je trouve. Autant le kernel on peut se permettre d'avoir une ou deux versions de retard un petit peu, voilà ça pose pas trop de soucis. N'est-ce pas Ubuntu, n'est-ce pas Linux Mint, n'est-ce pas OpenSUSE, n'est-ce pas tout un de distribution Linux que j'ai pu tester, Fedora également aussi, qui est encore, à l'heure où je vous parle, une version en kernel de retard. Alors, ils font ça pour des raisons évidentes, mais une version de retard, ça me pose pas de problème. Deux versions non plus. À partir de 3 ou 4 versions, ça commence à être un petit peu compliqué. Surtout que c'est jamais des versions standardisées. Ils passent pas sur des versions LTS. Donc ça pose souvent des problèmes au niveau de la compatibilité et au niveau du suivi de la sécurité. Ils ne se concentrent que sur la sécurité. Et le reste, les backports et puis tout ça, des évolutions des derniers kernels, ça, ils ne le feront pas spécialement. À part Ubuntu qui peut le faire parfois et Red Hat CentOS qui peuvent le faire aussi, mais c'est à peu près tout, avec leur kernel 4.18 Saint-Seigneurifié. Nous pouvons maintenant parler donc de la dernière version de Ubuntu, puisque j'en ai fait une VM récemment. Donc si vous allez ici dans les VM, donc j'ai mis une VM voilà, de Ubuntu 20.10 classique sans UEFI, j'ai pas voulu être punitif avec la distribution, je préférais être très gentil. Vous avez les spécifications ici, je vous invite à faire une pause si ça vous intéresse. Et là, vous allez voir quelque chose qui est assez cool. Ils ont rajouté un menu de démarrage un petit peu plus propre. Je ne me souviens pas avoir celui-ci dans la 20.04. Il me semble que celui de la 20.04 était exactement le même que celui des versions précédentes. Donc, c'est-à-dire les petits points marqués l'Ubuntu, c'est très propre, c'est très basique. Mais là, on n'est pas à ce niveau-là. Donc là, du coup, on a toujours le même problème que j'ai à reporter, c'est que pour une distribution grand public, parce que Ubuntu est une distribution grand public, une dérivée officielle d'Ubuntu, qui utilise LXQT, donc on a toujours ces Ubuntu, LXQT Desktop et OpenBox. Alors, je vous ferai pas l'affront de tester ces deux-là pour des raisons évidentes. Si vous lancez OpenBox, vous allez vous retrouver avec un écran noir ainsi qu'un menu quand vous faites votre clic contextuel. Et LXQT Desktop, je suppose qu'on va tomber sur une version un petit peu moins saine de LXQT, donc là, une version un petit peu plus brute de décoffrage. Est-ce que c'est réellement intéressant? Non. Alors là, pareil, clavier, on ne propose que US. Donc bon, ça aussi c'est un bug il me semble que c'est SDDM, ce gestionnaire-là. Et puis là, il suffit que je tape dessus, ça me propose FR. Bon là, je suis entré, bien évidemment, on tombe sur la distribution en elle-même. Donc bien évidemment, les VM Tools n'étaient pas préinstallés. Donc bon, ça c'est un problème. Et puis à chaque fois, on a beaucoup de notifications. Donc déjà l'histoire de la batterie, toujours le gros problème d'LXQT Power Management qui dit qu'il n'y a pas de batterie alors qu'on est sur un desktop. Donc ça c'est encore une fois extrêmement intelligent de leur part. Même Plasma ne fait pas ça, GNOME ne fait pas ça, et XFCE ne fait pas ça. Le XFCE 4 Power Manager qui est pourtant une référence dans son domaine mais qui a quelques petits sales bugs aussi, il fait pas ça. Je suis désolé mais il ne fait pas ça.
Là, vous allez pas le voir parce que bien évidemment, je vous ai pas fait. Ah, si, voilà, vous allez voir parce qu'il y a un historique de notification. Donc, vous pouvez voir ici le 23 octobre quand j'ai lancé la distribution pour la première fois, exécuté Power Management, gestionnaire d'application. Donc, il nous dit vous exécutez le gestionnaire d'application exécuté pour la première fois. Vous pouvez les paramétrer à l'onglet de personnalisation. Et après, exécuter config monitor. Donc, à chaque redémarrage, il nous met ça alors qu'on s'en fout royalement. Mais je dois dire quand même que le système de notification d'LXQT est quand même beaucoup plus propre que celui de LXDE, qui était quasiment inexistant. Et qui était vraiment cracra de chez cracra. Sinon sur le bureau vous avez bon la corbeille, le dossier personnel, toujours du PCman FM Qt, rien de plus compliqué. Voilà, 2009-2014, ça fonctionne bien, voilà, bon, c'est pas trop maintenu, il n'y a pas trop d'évolution, mais bon. Pareil, si vous cliquez sur ordinateur, donc là vous êtes comme sur Windows, vous avez accès aux différents systèmes de fichiers. Donc là vous avez votre racine Linux, d'accord. Ici vous avez le lecteur de CD virtuel de VirtualBox. Évidemment, vous aurez vos vrais lecteurs de CD-DVD si jamais vous êtes sur une machine physique. Le disque dur en lui-même que vous ne pouvez pas monter, ça c'est tout à fait normal, car il est déjà monté par la distribution. Si jamais je branchais une clé USB sur la machine ou quelque chose comme ça, vous pourriez le monter automatiquement. C'est extrêmement pratique. Vous avez ici les applications, donc ça, c'est, je vais pouvoir vous montrer assez rapidement ce qu'il y a de préinstallé sur la distribution. Nous sommes bien sur LXQT 0.15, donc en 2020, voilà. Tout ce qu'il y a de plus basique. Voilà. LXQT, donc 0.15 avec un Qt 5.14.2 comme nous avons vu tout à l'heure. Voilà. Donc allons voir maintenant dans son et vidéo. Donc on a VLC, K3B. J'aime beaucoup K3B et je trouve que c'est bien mieux d'intégrer des applications de plasma plutôt que des applications bougnulifiées, parce que je sors bien ce terme là, bougnulifié, que on avait sur LXDE notamment, car les applications par défaut de LXDE sont assez mauvaises. Je suis désolé de dire ça, pourtant j'aime beaucoup les LXDE, surtout sur la Ubuntu 18.04, je le trouvais absolument excellent. J'aimais beaucoup le thème par défaut, et j'aimais beaucoup aussi à quoi il ressemblait. C'était simple. Alors certes, il y avait un peu de tearing, certes c'était pas parfait, donc de tearing, déchirure de l'écran pour ceux qui ne savent pas, c'était pas toujours parfait, mais c'était quand même propre. C'était globalement propre. Si je vous sors avec le Firefox par défaut ici, donc je vous propose de vous mettre, alors comme vous pouvez le voir ici, ça supporte bien le changement de résolution, donc si on se met en plein écran ça ne posera aucun problème. Si on va voir Ubuntu 18.04 pour vous montrer un petit peu à quoi ressemble le navigateur par défaut, mais évidemment on est obligé d'accepter, forcément, bon ça c'est assez commun, mais voici la 20.04 ici, et voici la 18.04 ici, qui est beaucoup plus... moi perso je préfère, je suis désolé mais je préfère. D'ailleurs c'est assez bizarre, ici on nous parle de la 18.04 avec un Qt qui est un LXQT qui est assez bizarre, qui est LXQT 0.12 d'ailleurs, ce qui commence à être un petit peu obsolète tout ça. Bon là concrètement c'était très propre, je trouvais que le thème était beaucoup plus basique et posait nettement moins de problèmes en termes de consommation de RAM, d'installation, et même les décors de fenêtres comme vous le voyez ici étaient simples. C'est plus simple je trouve que ceci, parce que là on peut voir encore une petite barre bleue en haut, je sais pas si vous la voyez à l'écran, mais moi oui en tout cas. Et donc là on a les diverses versions entre guillemets de la distribution, mais globalement tout se ressemble. Et puis là on a un petit htop de 239 mégas, ce qui était quand même pas dégueu à l'époque pour une 1804, bien évidemment, je pense d'origine, donc en 2018. Ce qui était assez faible. Maintenant, de nos jours, si on installe une 1804, on sera plutôt autour des 300-350. Mais ça reste quand même beaucoup plus honorable que la distribution Ubuntu 20.10, qui consomme un petit peu plus, donc avec LXQT et le système Qt qui est un petit peu plus consommateur que le système GTK2. Car oui, Ubuntu 18.04 et donc LXDE par extension, principalement était en GTK2. Le GTK3 est arrivé par la suite par des versions modifiées de LXDE, donc des forks et puis les toutes dernières versions. Mais au début, on était vraiment sur du GTK2. Et donc après, le GTK plus et GTK3 sont arrivés par la suite.
Dans les paramètres, on a exécutif paramétrage du système, driver additionnel, paramètres réseau avancé, donc bon ça c'est Network Manager, tout ce qui est plus classique. Apply full upgrade, je le trouve un petit peu con, je vais vous expliquer pourquoi messieurs dames. Tout simplement parce que il n'a pas grand intérêt au niveau de... donc vous voyez d'ailleurs le fond d'écran, donc un petit oiseau, pour je suppose laisser penser la légèreté de la distribution. Apply full upgrade, pourquoi je le trouve un petit peu con? Tout simplement parce que vous avez quand même par défaut le système de Ubuntu classique qui vous dit que des mises à jour sont disponibles. Et vous avez le petit icône de notification en bas. Pourquoi avoir mis un autre truc qui s'appelle Apply full upgrade? Donc, Ubuntu Upgrader, donc vraiment quelque chose qui est propre à la distribution. Vous entrez le mot de passe et il vous update le cache et il va vous dire que des mises à jour sont disponibles ou pas. Là, en l'occurrence, il dit qu'il n'y en a pas. Mais vous avez compris le système, parce que vous avez, oui, toujours software source, donc software properties bien sûr ici. Donc tout ce qu'il y a de plus classique par rapport à une Ubuntu propre, quoi. Donc du coup, il vous propose les nouvelles versions ou pas, et mise à jour en pré-version. Donc ça c'est vraiment comme toutes les... Comme toutes les bases Ubuntu, quoi. Clairement, c'est ça. Et vous avez même les statistiques ici, si vous voulez envoyer des statistiques à Ubuntu. Ce que vous pouvez très bien faire. Je ne pense pas que ces statistiques soient réellement mal utilisées, et je ne pense pas que ce soit réellement une hérésie que de recommander de les activer, car clairement, Canonical ne se servira de ces statistiques, je pense. Alors, j'ai pas tout lu dans le truc, mais si vous allez dans statistiques ici, voilà. C'est tout simplement pour la popularité des paquets. Voilà, globalement, c'est ça. Voilà. C'était bien ce qui était marqué. En anglais, bien sûr, mais c'était bien ce qui était marqué. Allons voir dans Outils Système maintenant. Donc on a Blue Devil pour le Bluetooth, créateur de disque de démarrage. Donc ça, vous pouvez créer une ISO de... Enfin, créer plutôt une clé USB de Ubuntu à partir d'une ISO. D'accord. Discover, donc pour installer des paquets sur ces distributions, vous utilisez Discover. Donc le système de Plasma, ce que je trouve plutôt propre. Mais si on va dans configuration, bien évidemment, on a les snaps qui sont proposés. Donc bon, ça, voilà. Alors aucun snap n'est installé par défaut sur la distribution. Ça, je n'ai rien à reprocher à ça. Simplement le fait que Snapd tourne en arrière-plan et que Snapd soit présent, ça peut en déranger plus d'un. Et je trouve que globalement, les Flatpak sont plus qualitatifs, à part quelques-uns, donc notamment celui de Discord et celui de Steam, qui sont pas toujours au point. Ça, c'est vrai que c'est un énorme problème. Et sinon, d'ailleurs, vous pouvez installer des modules Plasma, ce qui est un petit peu con, vu que vous n'êtes pas du tout sur le bureau Plasma. Donc techniquement, les plasmoïdes n'ont pas réellement grand intérêt à être là. Mais je suppose que vous pouvez le faire. On va essayer d'en installer un. On va essayer d'installer la calculatrice par exemple. Alors est-ce qu'on va avoir un bug ou pas? Donc là si on va dans tâches ici on voit que c'est en train de se télécharger et donc très prochainement de s'installer. Voilà, installation en cours. Alors que va-t-il nous faire? Va-t-il fonctionner? Moi mon pressentiment c'est qu'il va installer tout un tas d'autres dépendances qui va faire que la distribution va être un petit peu le boxon. Mais à part ça, sinon autre chose. C'est bien d'avoir de se débarrasser de Synaptic, mais proposer donc ici Muon, qui est un petit peu plus ou moins la suite spirituelle de Synaptic. Pas de tiling d'ailleurs sur cette distribution, enfin pas de stacking, je veux dire, vous ne pouvez pas ancrer les fenêtres d'un côté à l'autre. Par contre, vous pouvez changer de bureau, ce qui est un petit peu con. Voilà. Mais pas de stacking comme vous pouvez le voir. Donc vous pouvez changer de bureau, ce qui est d'ailleurs assez dommage, j'ai horreur de ça personnellement. Mais là par exemple, vous pouvez ici donc du coup chercher les applications. Muon qui est le gestionnaire de paquets de Plasma encore une fois, mais qui date de 2013, donc copyright 2013. Alors est-ce qu'il y a eu des mises à jour depuis? Je ne sais pas, mais en tout cas je trouve que c'est un petit peu obsolète pour une distribution que de proposer un gestionnaire de paquets encore plus obsolète que celui de Synaptic, parce que celui de Synaptic fonctionnait très bien. Pourquoi s'en être débarrassé? Là est clairement la question que je me pose.
Alors celui-ci est géré en Qt, donc est un petit peu plus propre pour les Qt, d'accord, mais c'est pas encore parfait, et je trouve vraiment dommage que là on ait un copyright 2013. Alors peut-être que Muon est peut-être un... Donc si on va sur Muon Package Manager, voilà. Si on va dans kdo.org, on peut voir ici que donc apps.kde.org, Muon est encore dans les dernières. Donc si on va dans le code source ici, ce que l'on peut tout à fait faire, il y a eu une mise à jour pour la dernière fois, il y a un mois ici pour le source code. Donc on peut dire que c'est encore quelque chose qui est assez à jour. Mais là, pourquoi proposer une version aussi obsolète? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Peut-être qu'ils sont peut-être en train de préparer la version 6 qui serait peut-être plus stable. Je ne fais que spéculer, je n'en ai aucune idée. Tout ce que je peux dire, c'est que ça fonctionne malgré tout. Vous pouvez configurer vos sources logicielles de manière assez propre. Ça ne pose pas de soucis. Bon, ça ressemble exactement à ce qu'on a vu il y a 5 minutes, ce truc-là. Mais bon, voilà. Vous avez compris la difficulté. Donc là, c'est toujours en train d'installer d'ailleurs. Vous remarquez que ça prend du temps. Si je vais vous montrer le menu démarrer ici, le menu démarrer est un peu plus propre, j'ai l'impression que vous avez une barre de recherche, enfin. Donc, par exemple, si vous voulez chercher Firefox, voilà, il vous propose de suite Firefox. Vous êtes obligé de faire rentrer d'abord, donc typiquement de faire rentrer 2 fois. Ce que je trouve un petit peu con. Et puis même de cliquer un moment, parce que regardez, vous tapez Firefox. Ah si, non, c'est bon. Faut juste un petit délai. Donc vous n'appuyez sur entrée qu'une fois. Il faut juste un petit délai de ce que j'ai cru comprendre. Deuxième chose, configuration du système de KDE. Donc il est en train d'installer, et donc là du coup un petit peu de gangifier la distribution, car ça tout à l'heure on ne l'avait pas. Donc c'est clairement un des problèmes de la distribution, le fait d'avoir proposé des plasmoïdes comme ceci. Donc là on va clairement se retrouver avec les paramètres de plasma. Donc je suppose que si on fait un petit reboot, on risque de se retrouver avec un KDE plasma, ce qui risque d'être un petit peu gangifié. Je vais vous expliquer pourquoi. Alors, nous allons nous déconnecter. Il va nous remettre sur le menu ici. Attention. Ah, carrément. Alors il nous propose ici Plasma. Donc, pourquoi nous a-t-il installé Plasma alors qu'on lui a simplement demandé de rajouter un paquet. L'utilisateur débutant va se retrouver comme un con avec cette distribution, qui fait que du coup il va un petit peu patauger. Donc du coup ça va lui installer plein de paquets inutiles. Bon, en petit bonus, je vais vous montrer quand même OpenBox. Voici. Si ça veut bien. Voilà, donc voici la tronche d'OpenBox. Concrètement, Ubuntu, enfin Canonical propose encore une version dans la liste des environnements de bureau, donc de OpenBox, qui est utilisée par LXQT notamment. C'est un composant pour le GTK de LXQT, c'est le GT9net GTK de la distribution, mais concrètement, ça n'a strictement rien à faire là. Ça ne devrait pas être proposé. Ça ne devrait même pas faire partie de la distribution. Enfin, cette option, en tout cas en haut. Voilà. Donc là, du coup, le gros problème, c'est que maintenant, on va être un petit peu fucké en ce qui concerne parce que là, en plus, on a fait un petit peu de la merde. Voilà, donc là, à chaque fois, il va nous démarrer OpenBox. Bon, après, l'avantage, c'est que si on fait un stop, on peut voir quand même que la consommation de RAM est trop élevée aussi. Ça pose un énorme problème. Pour une distribution, bon, certes, je l'ai mis quasiment 8 Go de RAM, là en l'occurrence 777, et puis donc 256 qui sont à peu près pris par, 128 qui sont pris par la partie graphique que j'ai dédiée. Donc en plus, je ne sais pas trop comment ça se comporte à ce niveau-là, mais il me semble que VirtualBox ne pompe pas justement dans ces 8 Go et qu'il va directement pomper de la mémoire à part. Sauf que là, le vrai problème en fait, c'est que non seulement on se retrouve avec quelque chose d'absolument dégueulasse, mais en plus, la distro consomme, la distro est mal finie, et il y a des paquets qui sont choisis de manière un peu douteuse.
concrètement, je suis toujours aussi déçu de cette distribution. Et tout ce que je peux vous dire, c'est que Canonical n'a pas encore totalement appris de ses erreurs selon moi. Sur ce, je vous dis salut à tous et à la prochaine.